Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK. Cette webconférence est un peu particulière et inédite car pour la toute première fois, nous vous proposons de tester gratuitement notre tout nouveau service VK Ligne Expert. VK Ligne Expert, c'est un service d'échange téléphonique avec des experts du secteur public. C'est un service qui est disponible 5 jours par semaine et qui vous permet d'obtenir en direct et en illimité des réponses sur des questions d'ordre réglementaire. Vous disposez également d'un espace personnel en ligne permettant de retrouver tout l'historique de vos échanges avec nos experts. Alors, 3 d'entre eux sont présents à mes côtés aujourd'hui. Il s'agit de Claire, Renaud et Margot. Je suis ravie de les accueillir. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Ils vont intervenir dans la seconde partie de cette webconférence pour répondre à un panel de questions afin de vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement des échanges et du service VK Ligne Expert. Alors, avant de leur donner la parole, nous allons vous montrer rapidement comment retrouver en quelques clics l'historique de vos échanges au sein de l'espace Mon compte. Donc, après vous êtes connecté sur VK, il suffit d'entrer en haut à gauche, en haut à droite, pardon, de la page d'accueil du site les identifiants et mots de passe qui vous ont été fournis au moment de la souscription. Alors, généralement, l'identifiant, ça correspond à votre adresse mail. Vous entrez votre mot de passe, vous cliquez sur s'identifier, le bouton qu'on a entouré et que vous voyez apparaître sur l'écran. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez dans l'espace Mon compte. Une fois dans cet espace, vous pouvez accéder au menu Ligne Expert, soit via l'onglet du même nom qui est situé tout en haut dans la barre de navigation, que vous voyez entouré également, soit en cliquant sur le menu Ma ligne expert qui se trouve en milieu de page et qu'on vous a indiqué également sur l'écran. Une fois dans ce menu, vous retrouvez bien sûr la description de votre abonnement, mais surtout l'historique dont je vous parlais, qui est l'historique de vos derniers échanges téléphoniques avec nos experts. Donc, ce qui est intitulé sur votre écran et dans votre espace Mes dernières questions. Pour accéder aux détails d'une question, il suffit de cliquer sur le bouton Voir qui se trouve sur la droite de chaque question. Hop, et une fois à l'intérieur, on retrouve là, à ce moment, l'ensemble de l'échange, à savoir la question que vous avez posée aux experts par téléphone et bien évidemment, ce qui vous intéresse, la réponse qui vous a été fournie, accompagnée des références réglementaires associées. Vous pouvez ensuite retrouver les textes de loi dans leur intégralité sur notre base de données juridique. Voilà, c'était la présentation de votre espace personnel et de l'accès à l'historique de consultation. On va maintenant pouvoir passer à la seconde partie de cette webconférence, à savoir des cas concrets pour vous permettre de mieux cerner le service. Alors, on a reçu un très grand nombre de questions. On a donc été obligé malheureusement de faire une petite sélection puisqu'on est limité en termes de temps. Donc, on va passer à la première question, qui est une question d'urbanisme. Claire, je vais vous lire la question. Si ça vous embête pas, on va fonctionner comme ça. Je vais lire les questions et vous allez donner les réponses à chaque fois. Et après, je vous laisse la parole. Donc, la première question est la suivante. Un certificat d'urbanisme doit-il tenir compte des règles d'un document d'urbanisme concernant un lotissement où se situe le terrain, alors que le lotissement est caduc? Alors, avant de traiter réellement la question, il faut préciser qu'à ce niveau-là, il y a eu quelques changements avec la loi ALUR du 24 mars 2014 qui supprime notamment les plans d'occupation des sols. Donc maintenant, les POS deviennent caducs à partir du 1er janvier 2016, dans l'hypothèse où ils n'auraient pas été révisés et transformés en PLU. Dans le cas où il y aurait eu une procédure de révision du POS d'engager avant le 31 décembre 2015, à ce moment-là, cette procédure peut être menée à terme sans problème, dans la mesure où elle est achevée dans les 3 ans après la publication de la loi ALUR. Du coup, la caducité de ce document impliquerait l'application du règlement national d'urbanisme de manière automatique. Donc, une fois cette précision faite, on peut répondre à la question. Donc, normalement, non, le certificat d'urbanisme n'a pas à tenir compte des règles d'un document d'urbanisme qui concerne donc le lotissement où se situe un terrain quand le lotissement est caduc. Là encore, c'est la loi ALUR qui est intervenue en prévoyant que les règlements de lotissement deviennent caducs au terme d'un délai de 10 ans à compter de la délivrance du permis d'aménager. Si à cette date, donc, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un autre document d'urbanisme qui en tient lieu.
On peut passer à la question suivante. Merci Claire. Alors, je passe à la suivante, qui est cette fois une question funéraire. Pour une raison inconnue, une pierre tombale a été déplacée sur une concession. La responsabilité de la commune pourrait-elle être engagée? Alors oui, effectivement, la responsabilité de la commune peut être engagée, et notamment dans ce cas-là, pour défaut de surveillance du cimetière. Donc c'est l'article L 2213-9 du Code général des collectivités territoriales qui pose cette responsabilité pour faute simple, du coup. Donc c'est-à-dire en cas de défaut de surveillance du cimetière, ce qui serait le cas ici, ou dans le cas d'un défaut d'entretien normal du cimetière. Donc pour ce deuxième cas notamment, il y a quelques jurisprudences en la matière. Notamment, on a un arrêt avec la commune de Clermont qui date donc du 19 octobre 1966 du Conseil d'État et qui a posé la responsabilité d'une commune lorsque le défaut de surveillance de la commune avait entraîné la ruine du monument funéraire. À l'inverse, dans un arrêt Tony du Conseil d'État toujours, du 23 juin 1976, on n'avait pas retenu cette fois-ci le défaut d'entretien dans la mesure où la stèle en question ne présentait aucun signe du danger. Donc dans ce cas-là, la responsabilité de la commune n'est pas engagée. Ok, On peut passer à la question suivante. merci. Cette fois, c'est une question d'administration. Le président du conseil départemental peut-il déléguer la fonction de représentation du conseil départemental, notamment à un chef de service? Alors, oui, effectivement, c'est une possibilité qui est prévue par l'article donc L 3221-3 du Code général des collectivités territoriales. C'est un article qui permet au président du conseil départemental de déléguer à la fois sa fonction de représentation du conseil départemental pour certaines occasions et permet aussi de déléguer sa signature. Par contre, il faut être assez vigilant, c'est en matière de police notamment, le président du conseil départemental ne peut pas déléguer ses fonctions dans ce cadre-là. Donc ça, c'est en matière de police. Ça a déjà été illustré dans quelques décisions et notamment dans un arrêt du tribunal administratif de Grenoble du 7 juillet 2000. On peut passer à la question suivante. Merci. La question suivante, c'est une question concernant les élus. Est-ce qu'ils ont l'obligation de se soumettre à une formation? Pas toujours. C'est-à-dire que l'obligation, elle n'est valable uniquement pour les élus qui ont reçu délégation. Donc là, on a plusieurs articles du Code général des collectivités territoriales qui s'appliquent. Le premier, c'est l'article L 2123-12, qui prévoit depuis le 1er janvier 2016 que les élus donc, ayant reçu délégation dans une commune de plus de 3500 habitants doit faire une formation au cours de sa première année de mandat. C'est la même chose pour les élus des régions et des départements, mais cette fois-ci, l'obligation, on la retrouve aux articles L 3123-10 et L 4135-10 du CGCT. On peut passer à la question suivante. Alors, une question portant sur les déchets et les taxes. Les collectivités peuvent-elles moduler les montants des redevances et des taxes pour certains contribuables, notamment en cas de cumul? Alors, c'est une possibilité, notamment qui est prévue par une redevance, par l'institution d'une redevance spéciale, qui est prévue à l'article L 2333-78 du CGCT. Donc cet article prévoit que les personnes qui sont déjà assujetties à cette taxe, à cette redevance spéciale, peuvent être exonérées de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères par délibération de la collectivité. Et ensuite, cette redevance spéciale, elle est modulable selon l'importance du service rendu et également la quantité de déchets gérés. Après, si la quantité de déchets à gérer reste assez moindre, la redevance peut cette fois-ci être fixée de façon forfaitaire. On peut passer à la question suivante. Alors, une question cette fois sur la mutualisation. Le dispositif de la mise à disposition de services est-il applicable entre un syndicat intercommunal ou un syndicat mixte et une ou des communes membres?
Voilà. Effectivement, si on se base sur l'article L 5211-4-1 du CGCT toujours, la mise à disposition de services peut intervenir entre une commune et un EPCI à fiscalité propre auquel elle serait rattachée. D'après ensuite l'article L 5210-1-1-A du CGCT toujours, il précise donc cet article que le terme EPCI vise dans ce cas les EPCI à fiscalité propre, mais aussi les syndicats intercommunaux. À ce moment-là, si on décide cette mutualisation, une convention est indispensable entre la commune concernée et l'EPCI afin de préciser les modalités de la mise à disposition du service. Ce dispositif, on peut également le retrouver par exemple entre d'une part un syndicat mixte fermé ou un syndicat mixte ouvert restreint, qui ne comporte du coup que par définition les EPCI et les collectivités territoriales membres, à l'exclusion de toute autre catégorie de personnes publiques. Et d'autre part, on peut également envisager ce dispositif entre leurs communes membres. Donc là encore, on doit se référer au CGCT et ce serait cette fois-ci donc la référence à l'article L 5721-9 du Code. On peut passer à la question suivante. Merci Claire. Toujours sur la mutualisation, on a reçu une autre question. Les fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires de la fonction publique territoriale exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré peuvent-ils s'opposer à une mise à disposition du service ou partie du service communal auquel ils sont rattachés, réalisée au profit de l'EPCI auquel adhère la commune? Alors, en tant que tel, ils ne peuvent pas s'opposer à la mise à disposition du service. Par contre, ils peuvent effectivement s'opposer à leur transfert. S'ils refusent, on a l'article L 5211-4-1 du CGCT qui prévoit que les agents sont alors placés donc de plein droit et sans limitation de durée à disposition. Ils sont mis à disposition à titre individuel et également pour la partie de leur fonction qui relève du service ou en tout cas de la partie du service qui est transférée. Ensuite, ils sont placés pour l'exercice de cette partie de leur fonction sous l'autorité du président de l'EPCI, donc sous son autorité fonctionnelle. Dans un cas pareil, il faut essentiellement une convention d'établie entre la commune et l'EPCI bénéficiaire de cette mise à disposition. Donc ça, par rapport à toutes ces formalités, il faut se référer à l'article L 5211-4-1. On peut passer à la question suivante. Une question sur l'intercommunalité cette fois, le bilan de compétences. Quelles sont les modalités existantes pour les structures intercommunales de transmission des éléments en matière de bilan annuel des compétences? Alors, on a plusieurs façons de transmettre les éléments en matière de bilan annuel des compétences. On a notamment le rapport d'activité, les délibérations, les statuts de l'établissement ou encore le compte-rendu des commissions thématiques. Après, l'élément le plus important, ça reste le rapport d'activité. Donc le rapport d'activité, c'est le président de la structure intercommunale qui va l'élaborer et qui le transmet ensuite au maire de chaque commune membre. Donc le rapport, il reprend les actions et les réalisations de la structure. Après, on trouve également dans ce document l'arrêté des comptes, afin que les communes puissent avoir une vision de l'état des finances et des réalisations de l'EPCI. Donc là, il faut se référer à l'article L 5211-39 du CGCT qui pose précisément toutes les conditions d'élaboration et de transmission du rapport annuel d'activité. Après, on peut noter aussi que pour la présentation du rapport annuel d'activité, c'est le président de l'EPCI qui peut éventuellement être auditionné par les communes qui le souhaitent. Donc ça reste une possibilité, c'est pas une obligation. Après, dans un autre temps, on a aussi, concernant les activités de l'EPCI, les délégués de la commune qui, eux, cette fois-ci, ont une obligation tous les 6 mois de rendre compte de cela au conseil municipal. On peut passer à la question suivante. Merci. Une question de funéraire de nouveau.
Le maire de la commune peut-il refuser d'octroyer une concession à une famille déjà bénéficiaire d'une concession familiale pleine afin d'y inhumer un membre de sa famille? Alors, dans ce cadre-là, la seule possibilité qu'a le maire pour refuser, c'est le manque d'emplacement disponible dans la partie du cimetière qui est réservée aux concessions. Donc ça, c'est une jurisprudence établie. À titre d'illustration, on a la décision de la Cour administrative d'appel de Marseille du 15 novembre 2004 qui précise bien donc que l'intéressé ne peut ne se voir refuser en tout cas la concession pour le seul motif qu'il n'y aurait pas de place pour, euh, pour le seul motif tiré du manque de place disponible dans la partie du cimetière réservée aux concessions. Euh, Après, si le maire se fonde uniquement sur le refus, sur l'absence de place disponible dans la concession pour refuser l'inhumation, le refus à ce moment-là n'est pas considéré comme motivé. Donc ça c'est pareil, c'est une jurisprudence établie en la matière. Et à titre d'illustration, on a un arrêt du Conseil d'État appelé Commune de Baquy, qui date du 5 décembre 1997, où le maire avait justement refusé d'inhumer une personne faute de place disponible dans la concession, et ça n'avait pas été considéré comme motivé. Donc on peut D'accord. passer à la question suivante. Alors, sur l'intercommunalité, par quel procédé juridique doit-on passer pour modifier l'intérêt communautaire? Alors pour la modification donc pour modifier l'intérêt communautaire, il faut se référer aux articles L 5211-17 et L 5214-16 du CGCT. Ces articles-là contiennent les dispositions qui précisent les modalités de la modification. Donc, si on se réfère à cet article, on voit que le conseil de communauté doit prendre une délibération pour modifier l'intérêt communautaire. Et si les statuts communautaires doivent être modifiés du fait de l'évolution de l'intérêt communautaire, à ce moment-là, une copie de ces statuts doivent être jointes à la délibération prise par le conseil de communauté. Et ensuite, la délibération, elle est notifiée aux conseils municipaux des communes concernées et elle est transmise ensuite au préfet qui prend un arrêté actant de la modification de l'intérêt communautaire. On peut passer à la question suivante. Merci. Une question sur la sécurité. Dans quel cas peut-on juridiquement parler d'attroupement? Alors, il faut distinguer la notion d'attroupement de la manifestation, en sachant que la manifestation, elle est soumise à un régime de déclaration préalable. Si une manifestation n'est pas déclarée, elle est susceptible à ce moment-là d'être qualifiée d'attroupement. Et donc là, il faut se référer au code pénal, notamment l'article L 431-3, puisque l'attroupement est pénalement sanctionné. Donc on a plusieurs exemples de jurisprudence en la matière. On a notamment plusieurs arrêts du Conseil d'État qui ont défini d'attroupement un regroupement spontané de population lorsque la population d'un quartier s'est regroupée après le décès d'un jeune poursuivi par la police. Ça a été le cas de 2 arrêts, notamment celui du 29 décembre 2000, Assurance Générale de France, et un autre arrêt encore du Conseil d'État, Société mutuelle d'assurance des collectivités locales, qui lui date du 11 juillet 2011. Par contre, on a plusieurs décisions également en la matière qui, cette fois-ci, refusent de qualifier ce type de manifestation d'attroupement, notamment si plusieurs heures après la dispersion d'une manifestation ou d'un attroupement, des groupes organisés se livrent à des pillages. La jurisprudence parle alors d'opérations dites de commando. Donc ça a été repris par 2 décisions, notamment une du tribunal des conflits, qui date du 24 juin 1985, et une dernière plus récente du Conseil d'État cette fois-ci, appelée GIE, la Réunion aérienne, qui date du 3 mars 2003. Et donc là, c'est vrai qu'il faut être assez vigilant avec ces notions, puisque en matière d'attroupement, la responsabilité de la commune pourrait être engagée en cas de dommages causés par les personnes qui sont attroupées. On peut passer à la question suivante. Merci Claire. Et je crois qu'on va changer d'expert et qu'on passe à Renaud à ce moment, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Je passe la main à Renaud. Allez-y. Bonjour. Bonjour.
C'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Parfait. Alors, on va passer à la première question. Cette fois-ci, on passe à la thématique des ressources humaines. Et la première question porte sur la carrière. La collectivité peut-elle s'opposer à une demande de détachement d'un de ses agents? Alors dans ce cas-là, il faut distinguer deux cas. Il y a les cas de détachement de plein droit et également les cas de détachement de droit commun. En ce qui concerne les détachements de plein droit, l'opposition de l'administration n'est pas possible. C'est notamment le cas lorsqu'un agent veut exercer un mandat de député ou également un mandat de sénateur. Ensuite, on a tous les cas de détachement de droit commun où dans ces cas-là, l'opposition de l'administration est autorisée car il est soumis à plusieurs obligations cumulatives. La première de ces obligations, c'est qu'elle doit rentrer dans l'un des 14 cas possibles de détachement prévus par la circulaire du 19 novembre 2009, comme par exemple pour remplir une mission d'intérêt général à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux ou également pour participer à une mission de coopération. L'autre obligation, c'est qu'il faut que l'agent demandeur soit fonctionnaire titulaire. En troisième lieu, l'agent doit également avoir exercé des fonctions au moins équivalentes dans son corps d'origine. En quatrième lieu, l'agent doit pour certaines fonctions être titulaire d'un diplôme ou d'un titre spécifique. Enfin, l'agent doit bénéficier de l'accord de son administration ou d'un organisme privé pour l'accueillir. Une précision, dès lors que l'agent bénéficie de l'accord de son administration ou d'un organisme privé pour l'accueillir, son administration d'origine ne peut plus s'opposer à son départ, au-delà d'un délai de 3 mois, sauf si la nécessité de service le justifie à titre exceptionnel ou dans le cas d'un départ vers le secteur privé, si un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie s'y oppose. Le fondement juridique, c'est la circulaire du 19 novembre 2009 relative à la mobilité et au parcours professionnel dans la fonction publique. On peut passer à la question suivante. Merci Renaud. Je passe à la suivante. Voilà. Doit-on saisir la CAP ou CAP pour refuser à un agent un congé de formation professionnelle? Alors, oui, si le rejet de la demande de congé de formation professionnelle est fondé sur un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service. Également, si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire a déjà été refusée une fois. Dans ces cas-là, l'autorité compétente ne pourra alors prononcer un deuxième rejet qu'après avis de la commission administrative paritaire. Le fondement juridique, c'est l'article 2 de la loi du 12 juillet 84 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. On peut passer à la question suivante. Alors, toujours sur la question de la carrière, lors du transfert de personnel vers un employeur public, comment définit-on la catégorie des agents ainsi recrutés? Alors, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient alors à cette personne publique de proposer à ses salariés un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf dispositions légales ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraire, le contrat qu'elle va proposer alors reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier en ce qui concerne la rémunération. Ces agents sont donc recrutés en tant qu'agents non titulaires de droit public, soit en CDD, soit en CDI, suivant la nature de leur contrat précédent. La personne publique ne pourra les titulariser qu'après une période de 6 ans et leur proposer alors une nomination en tant que stagiaire. Le fondement juridique, c'est l'article L 1224-3 du Code du travail, la décision du Conseil d'État du 22 octobre 2004 et la directive européenne 2001-23 du Conseil européen du 12 mars 2001. On peut passer à la question suivante. Merci beaucoup. Une question portant cette fois sur les contractuels. Hormis le cas de la rupture conventionnelle, qui n'est pas possible en droit public, quelles sont les autres possibilités pour mettre un terme à un CDI dans la fonction publique?
Alors, dans la fonction publique, on peut distinguer 5 cas pour mettre fin à un CDI. La première est la démission du salarié qui doit répondre à plusieurs obligations afin d'être validée. Elle doit en premier lieu obligatoirement être faite par écrit, car la démission ne saurait être présumée. Elle doit présenter également une volonté non équivoque de démissionner. Enfin, elle doit être acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par elle. Le second cas est le licenciement du salarié, qui est encadré par une jurisprudence importante que je ne peux développer ici. Simplement pour rappel, le critère le plus important est que la faute commise par l'agent doit être suffisamment grave pour justifier le licenciement. Le troisième cas pour mettre fin à un CDI, c'est la révocation, c'est-à-dire la sanction disciplinaire suite à une faute qui entraîne la radiation des cadres. Le quatrième cas est la mise à la retraite d'office du salarié. Cette disposition est également très encadrée et ne peut être prononcée que si le salarié a effectué au minimum 15 années de service effectif et uniquement préavis du conseil de discipline. Enfin, il existe également l'abandon de poste. Le fonctionnaire qui abandonne son poste est en effet considéré comme ayant renoncé aux garanties qu'il tient de son statut. Il peut donc être radié des cadres sans observation d'une procédure disciplinaire. On peut passer à la question suivante. Merci. Alors, toujours sur les contractuels, le refus par un salarié d'une proposition de renouvellement de son CDD lui permet-il d'avoir droit au chômage? Alors non, car pour bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi, il faut être considéré comme involontairement privé d'emploi. Or, les articles L 5421-1 à L 5421-4 du Code du travail précisent que la non-acceptation du renouvellement de CDD par un employé ne peut pas être considérée comme une privation d'emploi involontaire et donc ne peut pas ouvrir droit à l'allocation de retour à l'emploi. On peut passer à la question suivante. Sur les contractuels encore, l'entretien professionnel annuel est-il applicable aux contractuels? Alors oui, c'est le décret numéro 2015-1912 du 29 décembre 2015 qui le précise. Il précise que cet entretien annuel n'est possible que pour les agents contractuels recrutés sur un emploi permanent d'une part et d'autre part uniquement pour des contrats qui sont supérieurs à 1 an. On peut passer à la question suivante. Une question sur la médecine du travail. Dans le cadre de la visite de contrôle d'un agent en arrêt maladie, on me précise fonction publique hospitalière, celui-ci peut-il prétendre au remboursement des frais de déplacement? Alors oui, il peut prétendre au remboursement des frais de déplacement. C'est le décret 88-386 du 19 avril 88 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière qui le précise. Et c'est l'article 38 de ce décret qui indique que les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus par le présent décret et les frais éventuels de transport du malade examinés sont à la charge du budget de l'établissement employeur. On peut passer à la question suivante. Sur la médecine du travail toujours, l'agent peut-il contester l'avis du médecin expert, contestant la notion de rechute d'accident de service? Alors, l'agent ne peut pas contester l'avis du médecin expert. Celui-ci étant mandaté par l'administration et devant éclairer la commission de réforme sur la situation de l'agent au regard de sa maladie professionnelle. L'agent ne peut que contester la décision de l'administration se basant sur les conclusions de la commission de réforme pour refuser alors la reconnaissance d'un accident de service. L'agent peut en revanche apporter un autre avis médical à la commission de réforme allant dans le sens de la reconnaissance de la rechute de l'accident de service. Et le fondement juridique, c'est la lettre circulaire du 22 juillet 2009 relatif à l'application du décret 2008-1191 du 17 novembre 2008. On peut passer à la question suivante. Merci Renaud. Toujours sur la médecine du travail. Peut-on placer d'office un agent en arrêt maladie contre sa volonté du fait de son alcoolisme? Alors non.
par mesure de prévention et d'engagement de la responsabilité de la collectivité du fait de l'exercice de l'activité de l'agent en état d'ébriété manifeste, il est prévu de le retirer momentanément du service, puis, dans un second temps, et si nécessaire, d'envisager des mesures disciplinaires. Cette sanction disciplinaire peut aller alors jusqu'à la révocation de l'agent si son imprégnation alcoolique sur son lieu de travail le met alors dans l'impossibilité d'exercer normalement ses fonctions. Et c'est une jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Lyon du 4 octobre 2011. On peut passer à la question suivante. Alors, une nouvelle question qui porte cette fois sur les congés. Est-ce que les congés d'un agent peuvent lui être refusés? Alors, les congés d'un agent peuvent être refusés dans 4 cas. En premier lieu, dans le cadre des nécessités de service. Par exemple, lorsqu'un agent serait absent plus de 31 jours consécutifs, ce qui en l'espèce perturberait le bon fonctionnement du service. En second lieu, il y a aussi en cas de non-respect des règles suivantes. Par exemple, lorsque l'agent a épuisé ses droits à congé, lorsque la période de congé sollicitée ne correspond pas à celle prévue dans le calendrier des congés, ou lorsque l'agent n'a pas effectué sa demande dans un délai raisonnable. En troisième lieu, il y a également le cas de la régularisation d'absence, c'est-à-dire lorsque l'agent demande trop fréquemment à régulariser par des congés annuels des absences injustifiées. Dans ce cas-là, on peut lui refuser. Enfin, il y a le cadre d'un congé suivant un arrêt maladie. Et dans ces cas-là, l'agent doit au préalable solliciter sa hiérarchie pour obtenir son accord. S'il ne l'a pas obtenu, on peut lui refuser. Et les textes de référence sont la loi 84-53 du 26 janvier 84 et le décret 85-1250 du 26 novembre 1985. On peut passer à la question suivante. Alors, la question suivante porte également sur les congés. Quels sont les textes régissant la question des autorisations d'absence pour enfants malades? Alors là, c'est la circulaire numéro 1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées au personnel de l'administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde. C'est ce texte-là qui régit les autorisations d'absence pour enfants malades. D'accord. On peut passer à la question suivante. Alors, toujours sur plus ou moins les congés, mais plutôt les conditions de travail, un agent peut-il exercer ses fonctions en télétravail? Alors, un agent peut exercer ses fonctions en télétravail sous certaines conditions, qui sont fixées par le décret 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. Alors, il y a plusieurs conditions pour exercer le télétravail. En premier lieu, le télétravail doit correspondre à une fonction qui peut être exercée de façon régulière et volontaire en dehors des locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication. La seconde condition, il faut que le télétravail doit pouvoir être organisé au domicile de l'agent ou éventuellement dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation. En troisième lieu, le temps de télétravail ne doit pas être supérieur à 3 jours par semaine. En quatrième lieu, le télétravail ne peut être accordé que sur demande écrite des agents auprès de leur hiérarchie. Celle-ci apprécie alors la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l'intérêt du service et lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent, la conformité des installations. Enfin, il faut savoir que cette autorisation, pour le moment en tout cas, ne peut être que d'1 an maximum, cette autorisation nous pouvant être renouvelée. On peut passer à la question suivante. Merci. Une question qui porte cette fois sur la rémunération. Un secrétaire de mairie peut-il bénéficier du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel? Alors, oui, c'est la circulaire ministérielle du 17 avril 2015 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique d'État qui le prévoit, sous réserve de l'interprétation des textes par un juge, ce qui n'a pas encore été fait.
La collectivité locale n'a en l'état actuel du droit aucune obligation de faire bénéficier de ce régime indemnitaire au secrétaire de mairie. Et le texte de référence en dehors de la circulaire ministérielle, c'est l'article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 84, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui précise qu'il appartient à l'Assemblée de prendre une délibération pour fixer les indemnités et les primes qu'elle souhaite attribuer à ses agents au regard de celles attribuées aux fonctionnaires de l'État. Mais comme j'ai dit précédemment, c'est sous réserve de l'interprétation des textes par un juge. On peut passer à la question suivante. Merci. L'agent en détachement auprès d'un organisme privé doit-il cotiser à la CNRACL? Le fonctionnaire en détachement peut continuer de cotiser à la caisse de retraite dont il dépend au titre de sa fonction publique d'origine. Sa cotisation retraite est alors calculée sur son traitement indiciaire de détachement. Toutefois, le fonctionnaire peut être affilié au régime de retraite dont relève sa fonction de détachement. Par exemple, s'il est détaché dans une administration ou un organisme implanté à l'étranger, ou également auprès d'un organisme international, ou pour exercer une fonction publique élective. Le texte de référence, c'est la loi 84-53 du 26 juillet 1984, et ce sont les articles 75 à 65 à 65-2. On peut passer à la question suivante. Merci. Une question sur la tenue de travail. Est-il obligatoire dans le Code du travail ou simplement recommandé pour les personnels de AJE que les personnels de AJE aient des tenues spécifiques pour le travail auprès de très jeunes enfants? Et un temps de change de vêtements doit-il être reconnu et aménagé pour ces personnes? Donc on parle des établissements d'accueil pour jeunes enfants. C'est ça, exactement. Le Code du travail, il faut savoir qu'il n'impose pas une tenue spécifique au personnel des établissements s'occupant de très jeunes enfants. En revanche, la collectivité peut, en fonction du public et des tâches à accomplir, imposer une tenue particulière, toujours dans le respect du principe de neutralité du service public. Il ne peut toutefois l'imposer que si l'activité exercée est renforcée aux yeux de l'employeur, qui est en droit de l'apprécier par le port d'un vêtement particulier. En ce qui concerne le temps de change de vêtements, qui est la question sous-jacente, en fait, le port de la tenue particulière, si elle est imposée par l'employeur, dans ces cas-là, le temps d'opération d'habillage et de déshabillage fait l'objet alors de contreparties. Ces contreparties peuvent être soit sous la forme de repos supplémentaires ou également sous forme de compensation financière. Et là, ce sont deux articles du Code du travail qui précisent ces éléments. C'est l'article L 1121-1 du Code du travail et l'article L 3121-3 du Code du travail. On en a fini avec les questions. Oui, c'est fini pour les ressources humaines. On va passer la parole. Merci beaucoup Renaud. On passe la parole à Margot cette fois pour les questions portant sur les marchés publics. Donc on vous laisse vous installer. Oui. C'est bon? Ah oui, je suis pas sûre qu'on me voit très bien. On vous voit. Ouais. Un petit peu. Ouais. C'est un petit peu coupé. Alors. Très bien, ouais. Encore un petit peu, je pense. Voilà. Oui, c'est bon? Oui. D'accord, merci. Alors, c'est bon pour vous. Première question. En procédure dématérialisée, les candidats non retenus peuvent-ils être informés par voie électronique? Donc oui, effectivement, les candidats non retenus peuvent être informés par voie électronique. Il n'y a aucune obligation imposée au pouvoir adjudicateur en termes de forme entre la voie électronique ou postale. Donc là, on peut notamment s'en référer à l'article 83 du Code des marchés publics. Voilà, il y a quand même une certaine marge de manœuvre laissée au pouvoir adjudicateur. Donc, je suis passée assez vite sur cette question. On peut passer à la question suivante. Très bien. Outre le délai de standstill dont nous informons les candidats dans la notification de rejet d'offres, quelles sont les voies et délais de recours minimum et obligatoires à faire figurer dans le courrier aux candidats rejetés?
Oui. Alors, selon la direction des affaires juridiques, outre l'indication de ce délai, il convient d'indiquer les possibilités de recours donc devant le référé précontractuel pendant ce délai standstill. Je vais quand même revenir sur un revirement de jurisprudence qui a été opéré par le Conseil d'État le 4 avril 2014 dans son arrêt département Tarn-et-Garonne. En fait, avant cet arrêt, les candidats évincés avaient la possibilité de faire un recours pour excès de pouvoir. Donc depuis cet arrêt du Conseil d'État, ce n'est plus possible. Donc cet arrêt, en fait, il a ouvert la possibilité à tous les tiers au contrat de faire un recours de plein contentieux, en fait, devant le juge des contrats. Donc, lorsque le marché est signé, les candidats évincés tombent dans la catégorie des tiers au contrat. Donc même sans avoir fait ce recours précontractuel, les candidats évincés peuvent saisir le juge de plein contentieux. Donc désormais, en fait, grâce à cet arrêt, il y a deux conditions donc simplement à respecter pour ces tiers qui veulent faire un recours plein contentieux. Donc c'est l'illégalité, une inégalité particulièrement grave d'une part, et d'autre part, il faut que le recours soit en rapport direct avec l'intérêt qui est lésé. Donc, en conclusion, dans la notification de rejet, il doit bien être indiqué les possibilités de recours devant le référé précontractuel, mais il n'y a aucune obligation pour les possibilités de recours devant le juge plein contentieux, qui finalement désormais concerne tous les tiers au contrat. On peut passer à la question suivante. Oui, merci Margot. La question suivante, donc, quels sont les principaux impacts de la réforme de la commande publique en cours ? Alors, il y a 4 grands axes que j'aimerais aborder et je vais en développer 2. Alors, le premier, c'est donc on voit grâce à cette réforme une réunion des règles relatives au marché public, aux délégations de services publics, aux concessions et aux partenariats publics-privés. Donc bon, là il y a actuellement, c'est délicat d'en parler dans la mesure où on attend encore certaines précisions réglementaires. Ensuite, il y a des nouvelles dérogations aux interdictions de présenter une offre. Je reviendrai sur ce point. Il y a également un renforcement de l'interdiction facultative de conventionner. Je reviendrai également sur ce point-là. Enfin, on a pu s'apercevoir d'une généralisation de l'allotissement des marchés publics qui vise finalement à permettre un accès plus favorable aux PME à la commande publique. Donc ça, c'est prévu à l'article 32. Alors, sur les nouvelles dérogations aux interdictions, je vais revenir sur ce point-là. Donc ça, c'est l'article 47 de l'ordonnance qui prévoit que les acheteurs pourront autoriser un opérateur économique à présenter une offre, alors même qu'il tomberait sous le coup des interdictions prévues par l'article 45 et 46. Alors, il y a 3 conditions à cela. Donc cette participation à la procédure de passation doit être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. En deuxième lieu, le marché ne peut être confié à un autre opérateur. Et enfin, il ne faut pas que l'opérateur ait été exclu par un jugement devenu définitif des marchés publics. Alors, ensuite, sur les 5 interdictions facultatives prévues par la nouvelle ordonnance, donc là, c'est l'article, il faut s'en référer à l'article 48, donc je vais simplement les citer pour avoir les idées un peu claires. Donc, pourront être exclus de la procédure de passation. Alors, dans un premier temps, les personnes qui auraient été condamnées au versement de dommages et intérêts pour n'avoir pas respecté leurs obligations contractuelles au cours des 3 dernières années. Celles qui auraient influé indûment sur le processus décisionnel de l'acheteur ou cherché à obtenir des informations confidentielles lors de la procédure. Ensuite, donc en troisième lieu, celles à l'encontre desquelles l'acheteur disposerait d'un faisceau d'indices suffisamment grave et concordant, lui permettant de conclure à l'existence d'une entente anticoncurrentielle avec d'autres opérateurs. En quatrième point, celles qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d'intérêts lorsqu'il ne peut y être remédié par d'autres moyens. Et enfin, en cinquième lieu, donc celles qui, par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché public, ont eu accès à une information susceptible de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats. Donc là encore, lorsqu'il ne peut y être remédié à cette situation par d'autres moyens.
On peut passer à la question suivante. Merci. Les OPH doivent-ils continuer à appliquer l'ordonnance numéro 2005-649 de 2005, abrogée par celle du 23 juillet 2015? Oui, alors effectivement, les OPH continuent d'appliquer l'ordonnance de 2005 dans l'attente justement d'un décret d'application de cette ordonnance qui devrait a priori être publié avant avril 2016, donc soit dans les jours à venir, soit effectivement il y aura un peu de retard à ce niveau-là. Ensuite, pour parler de manière un petit peu plus précise, effectivement, la nouvelle ordonnance, les OPH sont effectivement visés par cette ordonnance et devront s'y conformer dans les délais prévus. Donc ça, il y a un chapitre qui leur est dédié, notamment à l'article 33 de cette ordonnance. On peut passer à la question suivante. Merci. Alors la suivante porte sur le Code des marchés publics. Est-ce que le Code des marchés publics permet de s'adapter aux situations extrêmes, par exemple à un état d'urgence? Alors oui, sur le principe, oui. L'article du 2, article 35 du Code des marchés publics, qui prévoit que peuvent être négociées mises en concurrence. Alors, excusez-moi, j'ai un problème. Oui, effectivement, Margot, on vous entend assez mal. Je pense qu'il y a un petit problème de son. On va vous laisser quelques instants pour essayer de régler ça. Désolée. Désolée. C'est peut-être un problème de Wi-Fi. Ah, ça va mieux. Là, l'image revient nette. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Je vous relaisse la parole. Si vous vouliez bien reprendre au début, parce que ça a coupé assez rapidement quand vous avez commencé à donner la réponse. D'accord, merci. Alors, donc la question c'était: le Code des marchés publics permet-il de s'adapter aux situations extrêmes comme l'état d'urgence? Donc, comme je le disais, donc en principe, oui. Notamment le premier du 2 de l'article 35 du Code des marchés publics prévoit que peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence les marchés et les accords cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur qui ne doit pas, quelque chose qui ne doit pas non plus être du fait du pouvoir adjudicateur. Donc ça, c'est le premier point. Et il faut également que les conditions de passation ne soient pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marché négociés. Donc, je vais revenir sur plusieurs de ces éléments qui me semblent être importants par rapport à cette définition. Alors, donc, la question sous-jacente, c'est effectivement par rapport à l'application de cet article. Donc, il faut savoir que cette application reste quand même très exceptionnelle et elle doit répondre à 3 critères qui sont très stricts. Donc le premier, la situation doit justifier d'une urgence impérieuse qui doit résulter d'événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur. Deuxièmement, la situation doit également rendre impossible le respect des délais exigés par les autres procédures. Et enfin, il doit exister un lien de causalité entre l'événement imprévisible et l'urgence impérieuse. Donc la question sous-jacente, c'est qu'est-ce qu'une circonstance imprévisible? Parce que c'est vrai que dans les textes, c'est pas forcément une évidence a priori. Donc la jurisprudence est venue apporter quelques éléments et certaines réponses ministérielles également peuvent être intéressantes pour comprendre vraiment ce qui est visé. Alors, je vais commencer par une jurisprudence rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 14 septembre 2004, donc Commission contre Italie. Alors, qui prévoit que les circonstances à l'origine de l'urgence impérieuse doivent avoir été imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et ne doivent en aucun cas lui être imputables. Donc ça précise, disons, les éléments développés en amont. Ensuite, pour ce qui est de la réponse ministérielle du 23 novembre 2010, finalement, elle est venue apporter une certaine précision et dit que les circonstances imprévisibles sont celles qui déjouent toute prévision, à ne pas confondre avec les circonstances imprévues qui excèdent seulement les vicissitudes de la vie économique. Ensuite, la deuxième question sous-jacente, donc, qu'est-ce qu'une urgence impérieuse rendant impossible le respect des délais exigés par les autres procédures? Donc, pour reprendre l'exemple des attentats, pour que ce soit un peu plus clair, donc l'urgence impérieuse est caractérisée
si la passation des marchés publics nécessaire à la sécurisation des lieux publics doit s'effectuer dans les meilleurs délais. Ensuite, ces marchés donc, sont quand même limités aux seules prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. Donc ça veut dire que s'il y a des prestations annexes, là ce n'est pas possible, ça ne rentrerait pas dans cette catégorie-là. Alors, on peut passer à la question suivante. Merci Margot. Le CCTP d'un marché peut-il mentionner un procédé de fabrication particulier? Alors, il faut là s'en référer à l'article 6 du Code des marchés publics qui prévoit dans un premier temps que cette possibilité-là est interdite. On ne peut pas mentionner un procédé de fabrication particulière. En revanche, elle émet une certaine nuance un peu plus loin et précise qu'une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou à titre exceptionnel dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes, je cite, ou équivalents. Pour illustrer un peu l'idée, le juge administratif, donc dans un arrêt du Conseil d'État du 10 février 2016, alors je n'ai pas le nom mais j'ai le numéro, donc numéro 38-21-48, donc là le juge a considéré que le fait d'améliorer l'esthétique de l'ouvrage et éviter les contraintes de maintenance qu'imposaient les techniques traditionnelles permettait de mentionner des procédés de fabrication particulières dans le CCTP justement. On peut passer à la question suivante. Merci. La suivante, c'est la réunion de la CAO est-elle régulière en MAPA? Alors, donc oui, elle est régulière en MAPA. Elle n'est pas obligatoire, mais effectivement, elle peut être utilisée. Il y a une seule exception dans cette utilisation. Cette exception, elle réside dans les marchés de services qui sont mentionnés à l'article 29 du Code des marchés publics, qui précise que ces marchés de services tombent directement dans la catégorie des MAPA. Ensuite, on a l'article 30 dans son troisièmement qui prévoit que l'attribution du marché ne se fait que par CAO, justement, pour ces types de marchés. Donc, dans les marchés de services, pour conclure un peu l'idée, non seulement elle est régulière, mais en plus, elle est obligatoire. On peut passer à la question suivante. Merci. Est-il obligatoire d'indiquer la méthode de notation dans le DCE? Alors, la jurisprudence prévoit effectivement que si le pouvoir adjudicateur décide de faire usage de sous-critères de sélection des offres, il doit les porter à connaissance des candidats dès lors que, alors d'une part, les sous-critères sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats, et deuxièmement, les sous-critères sont susceptibles d'exercer une influence sur leur sélection. Donc ça, ce sont les deux critères qui ont été posés par la jurisprudence. Effectivement, lorsque la méthode de notation est en réalité un sous-critère, cela doit donc être indiqué dans le DCE, donc dans le règlement de consultation de manière plus précise. Donc, mais c'est uniquement dans ce cas que court cette obligation. Il y a un arrêt du Conseil d'État qui a parfaitement délimité cette obligation, donc c'est celui du 2 août 2011, syndicat mixte de la vallée de l'Arge-Aval. Ensuite, il y a eu également, alors pour délimiter de manière un peu plus précise, un autre arrêt rendu par du Conseil d'État du 26 septembre 2012, communauté d'agglomération Saneur, qui a indiqué que le pouvoir adjudicateur n'a pas à informer les candidats de la méthode de notation qu'il envisage de retenir et d'utiliser pour évaluer les offres au regard des critères de sélection. On voit bien que c'est strictement encadré et qu'il existe cette obligation, mais uniquement dans les deux cas évoqués précédemment. On peut passer à la question suivante. Merci. Alors, la suivante est quelles sont les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle en cas de simple bon de commande? Alors, effectivement, le bon de commande est un mode de contractualisation assez simple qui est souvent utilisé par les MAPA de faible montant. Mais voilà, ça reste un bon de commande, mais cela étant, ça reste tout de même un contrat.
Donc effectivement, la responsabilité contractuelle peut alors être engagée à l'encontre de la partie défaillante. Et récemment, cela a d'ailleurs été illustré par un arrêt de la Cour d'appel, la Cour administrative d'appel de Nantes, du 15 décembre 2015, qui a par exemple recherché si la responsabilité de l'entreprise qui n'avait pas respecté la date de livraison prévue au bon de commande pouvait être engagée. Donc là, en fait, il suffit simplement de s'en référer au droit commun. C'est du droit de la responsabilité classique qui est prévu à l'article 1147 du Code civil. Voilà. C'est terminé pour les marchés publics. Merci Margot. Effectivement, on est obligé d'en arriver à la dernière question qu'on avait sélectionnée puisqu'on va très rapidement arriver au terme du temps qui nous était imparti. Alors merci d'abord à nos auditeurs pour votre intérêt. Vous étiez non seulement nombreux à nous écouter, mais vous étiez également nombreux à vous avoir envoyé vos questions. On a malheureusement été obligé de faire une sélection. Mais sachez qu'un bilan de cette webconférence va vous être envoyé par mail dans les jours à venir. Et bien évidemment, un grand merci à nos 3 experts, Claire, Renaud et Margot, qui sont intervenus aujourd'hui. Merci pour leur investissement et surtout pour la précision des réponses qui nous ont été apportées aujourd'hui. Pour les personnes... Pardon, hop, je reviens sur ma slide, voilà. Pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de webconférence, juste un tout petit rappel par rapport à ce qui a été dit en tout début. Les abonnés au service Ligne Expert, VK Ligne Expert, ont bien sûr la possibilité de retrouver tout l'historique de leurs échanges téléphoniques en ligne avec les experts sur un espace Mon compte qui est personnel et confidentiel. Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur notre service VK Ligne Expert, vous pouvez vous rendre directement sur notre site internet vk.fr, rubrique Ligne Expert, ou bien contacter directement nos équipes au numéro qui s'est affiché à votre écran, le 01 53 35 16 16. Et à ce moment-là, vous aurez des réponses beaucoup plus précises sur le fonctionnement de ce service. Sur ce, je vous remercie encore Claire, Renaud et Margot et je vous souhaite à tous nos auditeurs et à toutes bien sûr, une excellente journée au nom de toute l'équipe VK et vous donne bien évidemment rendez-vous très prochainement pour une prochaine webconférence.